Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la force française Barkhane doit-elle davantage s'impliquer au Sahel? Eh bien, c'est ce que préconise le président nigérien Mahamadou Issoufou, une position qui entre en contradiction avec celle des populations de la région. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la France sont au beau fixe. Preuve en est avec la visite du président Emmanuel Macron à Abidjan. Sur le plan commercial, en revanche, les voyants sont au rouge avec une baisse de 5,1% des échanges. Et puis au pays des 1000 collines, les femmes sont reines, très représentées en politique. Elles ne se cantonnent pas à l'hémicycle. Les secrets de cette réussite dans ce journal. Mais tout d'abord, cette mise en garde du maréchal Khalifa Haftar à l'égard de la Turquie. Les forces de l'homme fort de l'Est libyen se disent prêtes à combattre les soldats turcs s'ils intervenaient dans le conflit au nom du gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli. Une déclaration qui fait suite à l'offre d'assistance militaire proposée par les autorités d'Ankara et acceptée par le chef du gouvernement libyen Fayez al-Sarraj. La Turquie qui soutient fermement le gouvernement basé à Tripoli, tandis que l'administration du maréchal Haftar basée à Benghazi est soutenue notamment par la Russie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Nous avons besoin de plus de Barkhane et de plus d'alliés. Ce sont les mots du président nigérien Mahamadou Issoufou qui invite ainsi les forces françaises à s'impliquer davantage dans les opérations de sécurisation au Sahel. Une déclaration qui intervient au moment où un sentiment anti-français gagne du terrain au sein des populations. On fait le point tout de suite avec Ange Bijounomenio. La présence des troupes françaises crée la polémique au Sahel. Malgré le déploiement de près de 4500 soldats dans cette région de l'Afrique, les attaques terroristes continuent de sévir. Face à la recrudescence de ces attaques, les populations sahéliennes s'interrogent alors sur l'utilité de cette force dans la lutte contre le terrorisme. Pour le président nigérian Mahamadou Issoufou, la question ne se pose pas. Imaginons que Barkhane s'en aille. Ça va affaiblir notre lutte, notre camp. Au profit de qui? Des terroristes. On a besoin de plus de Barkhane, de plus d'alliés. Ceux qui critiquent la présence française ou des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention Serval, le Mali serait sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi. Le président nigérien a tenu ses propos quelques jours après qu'une attaque terroriste a fait près de 71 morts dans un camp militaire situé à l'ouest du pays. Cette attaque a provoqué une grande émotion dans le pays et ce au moment où le sentiment anti-français grandit au Sahel. La présence des forces françaises, particulièrement dans le cadre de l'opération Barkhane, aujourd'hui dans notre espace, elle est pratiquement pour nous inutile parce qu'on n'a pas vu en quoi leur présence concrètement a aidé à servir à quelque chose. On se demande si réellement elles sont là pour effectivement aider ces pays en difficulté ou elles sont là pour d'autres agendas. Le président Issoufou doit accueillir dimanche 22 décembre le président français Emmanuel Macron à Niamey pour rendre hommage aux soldats tués à Inates. Les deux chefs d'État ont décidé de reporter au 13 janvier prochain le sommet avec les dirigeants des 5 pays du Sahel. Ce sommet était initialement prévu se tenir le 16 décembre à Pau, en France. Et sachez que 33 terroristes ont été neutralisés ce samedi dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, au cours d'une opération justement de la force Barkhane. La France est-elle en train de perdre du terrain en Côte d'Ivoire? Eh bien, ce n'est peut-être pas le cas sur le plan diplomatique avec la visite en cours du président français Emmanuel Macron. Sur le plan économique, en revanche, les chiffres parlent. En 2018, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une baisse de 5,1%. Et désormais, la Chine et le Nigeria devancent la France en termes de part de marché. Les détails dans ce reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la France ont chuté de 5,1% en 2018 selon les autorités des deux pays. Ils ont atteint 1,9 milliard d'euros l'an dernier. La Côte d'Ivoire est néanmoins le deuxième client de la France en Afrique subsaharienne. La France, de son côté, est désormais le troisième fournisseur de la Côte d'Ivoire avec 10,3% de part de marché, mais reste le premier investisseur du pays. Les États n'ont pas d'amis, mais les États ont des intérêts. Voyez-vous, avec la France, quels sont les intérêts de la Côte d'Ivoire du point de vue économique? Je pense que si la France ne propose pas un contrat partenarial de meilleur contenu,
il en va de soi que la France continue de dégringoler au plan économique. Aujourd'hui, ce n'est pas une question des priorités de la France, c'est une question de meilleurs contrats économiques, c'est tout. La Chine et le Nigeria, avec respectivement 21% et 12,3% de parts de marché, dévancent ainsi la France. Le Japon, la Russie et bien d'autres pays occupent également le terrain. Une diversification de partenaires économiques que certains analystes souhaitent davantage intra-africains. Il faut promouvoir la coopération sud-sud. Il faut y aller avec des arguments solides. C'est ce que le Nigeria est en train de faire. Je veux que l'Afrique du Sud le fasse, le Maroc et les autres pays le fassent pour que le continent africain d'abord soit un premier marché pour les pays africains du point de vue économique. Voyez-vous, donc je suis vraiment content qu'aujourd'hui un pays de l'Afrique, et singulièrement celui de l'Ouest, rivalise avec les grandes puissances économiques mondiales. En visite du 20 au 22 décembre 2019 en Côte d'Ivoire, le président Macron est accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires français. Occasion pour prendre de nouveaux engagements économiques et commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Ça y est, les autorités éthiopiennes vont pouvoir mettre en place des réformes économiques. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a en effet approuvé ce samedi un programme d'aide triennale d'un montant de 2,9 milliards de dollars. 308,4 millions de dollars seront débloqués immédiatement pour notamment aider les autorités à réduire les déséquilibres extérieurs, contenir la dette et accroître la mobilisation des ressources intérieures. D'autant que ce programme économique devrait également remédier aux pénuries de devises et à l'inflation galopante tout en stimulant les investissements. Les petites et moyennes entreprises malgaches en quête de financement peuvent désormais compter sur la CRED, établissement qui offre via une solution de microcrédit 100% digital, de quoi lever les obstacles structurels et géographiques d'accès aux services financiers dans un état où le taux de bancarisation ne dépasse pas les 10%. Plus de précisions dans ce reportage d'Ela Djindjaï. Millions d'ariari, soit 2500 €, c'est le montant qu'a reçu ce jour Madame Zo Lalania, gérante d'une épicerie à Ambohi Manarina, une localité de Antananarivo, la capitale malgache. Objectif, relancer son activité économique. Ceci grâce au CRED, une banque de microcrédit lancée depuis juin 2019 par le groupe Action via sa banque BNI Madagascar. Il permet à ses clients d'avoir accès à des services financiers abordables sans avoir à se déplacer. Mon fils était malade et j'avais tout investi pour ses opérations au point où l'épicerie ne marchait plus. Mais grâce à CRED, je pourrai acheter de nouveaux articles. Cela me permettra de redémarrer mes activités et aider ma famille. À Madagascar, CRED est devenue la première banque digitale. Elle permet à sa clientèle d'entrer en contact, de recevoir son crédit et de le rembourser depuis son téléphone portable via Mvola, la marque Mobile Money du groupe Action qui compte plus de 2,5 millions d'utilisateurs actifs et plus de 10 000 points de vente répartis à travers le pays. Avec ce système, le groupe Action compte diminuer les obstacles structurels et géographiques d'accès aux services financiers dans le pays où le taux de bancarisation ne dépasse pas les 10%. Et donc il y a quand même 90% de la population qui n'ont pas accès aux services financiers, qui ne rentrent pas dans une agence, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un crédit. Donc nous, on a déployé cette solution justement pour pouvoir attirer cette clientèle qui a un potentiel et en plus pour l'aider à développer son business. Nous avons créé en 5 ans avec notre activité mobile banking plus de comptes bancaires que les banques n'en ont créé en un siècle. Donc oui, on accompagne déjà et de façon transformante tout de suite. Le microcrédit aujourd'hui commence à adresser, je dirais, le ventre mou, la population qui est informelle mais qui commence à travailler, etc. Mais toute la base de la pyramide, j'appelle ça le BOP, n'est pas adressée aujourd'hui. Et avec Action, avec nos solutions de services financiers que nous avons lancées, nous adressons ces gens-là. Solution de microcrédit 100% digital, une première en Afrique. CRED se veut une solution de microfinance innovante qui offre aux TPE et PME malgaches une convergence optimale entre les services mobiles et financiers. Le montant du prêt chez CRED peut atteindre 100 millions d'ariari, soit 25 000 €. Le conglomérat malgache Action veut permettre le développement du tissu économique local.
Au Sénégal, le projet Agropole Sud en Casamance va pouvoir entrer dans une nouvelle phase. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a récemment approuvé un décaissement de 43,1 millions d'euros pour la mise en œuvre d'ici 5 ans de 3 composantes du projet de transformation agro-industrielle. Un projet qui devrait générer près de 14 500 emplois indirects et 35 000 emplois directs ciblant les femmes et les jeunes. Aménédi. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 43,1 millions d'euros en faveur du projet de zone de transformation agro-industrielle ou Agropole Sud dans la région naturelle de Casamance au Sénégal. Prévu sur une durée de 5 ans pour un coût total hors taxe d'environ 87,75 millions d'euros, ce financement devrait booster l'exploitation des importantes potentialités agro-industrielles de la région. C'est toujours une aubaine que de trouver un financement de ce montant, mais ce que je crains pour ces genres de projets, c'est que les bailleurs de fonds restent dans la dynamique de pays qui cherchent effectivement des matières premières. On doit mettre le doigt aussi sur des prototypes d'industrialisation pour que ça ne soit pas vraiment des produits d'exportation seulement. Bénéficiant de l'appui de la Banque islamique de développement à hauteur de 27,85 millions d'euros et l'État sénégalais à hauteur de 16,8 millions d'euros, les 3 composantes du projet sont l'appui à la mise en place d'un écosystème des affaires favorable à l'investissement privé, l'amélioration durable des capacités des producteurs des filières agro-industrielles, ainsi que la coordination, la gestion et le suivi-évaluation. On doit partir d'un besoin de développement sénégalais. Je ne voudrais pas qu'on soit encore dans la production de matières premières tout court et continuer d'être les dindons d'une farce industrielle mondiale. Est-ce que dans le fond, il y a des prototypes d'industrialisation qui sont de mise? Le projet Agropole en Casamance devrait favoriser à long terme la création d'environ 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects, ciblant les femmes et les jeunes. 65 000 ménages pourraient en bénéficier, aboutissant ainsi à une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à un meilleur accès au marché, aux intrants agricoles et aux services. La progression vers l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique est réelle, mais le chemin est encore long. Le pays des 1000 collines est le mieux avancé, avec un parlement dominé à 60% par les femmes. Un bémol, cependant, quelques traditions patriarcales. Explication avec Nathalie Mo. En matière de parité de genre, le Rwanda est le pionnier en Afrique. Porté par un plus grand engagement des femmes en politique, ce pays a adopté une loi en 2005 qui a augmenté le quota de représentativité des femmes à des postes de responsabilité. Actuellement, elles détiennent 40% des portefeuilles ministériels et représentent plus de 60% des députés. Des statistiques encore inégalées sur le plan continental. Les chiffres évoqués montrent bien que le Rwanda a dépassé la moitié des pays du monde. Le problème que cela me pose, parce que ça me pose un problème, c'est pourquoi le Rwanda, qui constitue donc un modèle, n'arrive pas à influencer les autres pays africains. Cependant, les femmes rwandaises continuent d'être dominées par le système traditionnellement patriarcal du pays. Et malgré une plus grande visibilité à la tête des entreprises publiques, comme Bank of Kigali ou Rwandair, elles sont souvent reléguées à des postes à faible pouvoir budgétaire, notamment dans le gouvernement. Comment comprendre que l'on fasse la promotion des femmes d'un côté et que l'on donne des pouvoirs aux femmes et que l'on freine lorsqu'il s'agit de structures à gérer qui ont un budget très important. Cela montre bien les limites aussi de la volonté politique. Donc il y a un travail de fond à faire au niveau de ceux qui sont les partenaires immédiats. Et cela montre aussi qu'en fait les femmes ne sont pas tant que ça. Elles ne sont pas encore arrivées à l'égalité réelle. Sur le plan mondial, la parité entre les hommes et les femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail et de la politique progresse, mais lentement. En Afrique, par contre, des efforts notables ont été enregistrés en Éthiopie et au Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'information continue.